Nous faisons toujours l'écho de la matinée spéciale éco-responsabilité du BNI Luxe Capital, et c'est au domaine de la construction que nous nous intéressons. Ben oui, parce que le secteur du bâtiment et des travaux publics occupe une place centrale dans la question des enjeux écologiques. Selon les chiffres publiés en 2020 par l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction, Global ABC, il représente 38% du total des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie. Alors que des buildings continuent de sortir de terre comme des petits pains du four, certains dits passifs, d'autres intelligents, d'autres toujours plus démesurés, quelles options pour qu'ils soient vraiment plus respectueux de notre environnement ? Bonjour Quentin, donc tu es architecte favorisant l'utilisation de matériaux durables et également fondateur de O3 Architecture. Bonjour Quentin. Bonjour Anne-Claire. Alors j'ai une petite question, selon toi quelle est la meilleure énergie ? Évidemment c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc si on prend l'exemple de deux toitures qui sont labellisées par le CPE en basse énergie, on mettra peut-être 20-25 cm de polyuréthane, on en mettra 30, donc un peu plus en laine de bois, peut-être 35 maintenant, c'est pas là l'important, mais si on compare ces deux exemples, en été on va vite se rendre compte que le CPE n'a pas pris en compte le déphasage, donc ça veut dire que effectivement en hiver on aura une bonne isolation, on va avoir chaud dans la maison, mais on aura aussi chaud en été. Et c'est peut-être là où il faut agir, c'est qu'il faudrait éventuellement suggérer aux autorités de pouvoir intégrer le facteur du déphasage, donc la possibilité de ralentir le transfert de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord, parce que c'est vrai que si on a chaud en été, on va peut-être aller vers une climatisation qui coûte également de l'argent. C'est ce qui se passe tout le temps en fait. Dans la majorité de mes projets, je les propose en matériaux écologiques pour des raisons budgétaires. On passe souvent sur des matériaux plus industriels et donc fatalement on a beaucoup moins d'inertie en été et fatalement on n'est pas obligé, mais les gens consentent souvent à financer une climatisation plutôt que directement les matériaux durables. Justement, quels sont les bienfaits de ces matériaux durables dont tu parles ? Alors non seulement il y a le fait qu'on gagne de l'énergie puisque on ne met pas de machines qui consomment beaucoup d'électricité, il y a aussi beaucoup d'avantages au niveau de la régularisation de l'hygrométrie intérieure. Et donc fatalement, quand un air est trop sec à cause d'une machine qu'on a consenti à investir, une VMC, ventilation mécanique contrôlée, on peut la compenser par l'argile, par exemple, qui va garder une certaine humidité dans son corps et qui va la restituer quand l'air devient trop sec, pour balancer, si on veut, le taux d'hygrométrie, le taux d'humidité. Dans le fond, en filigrane, ce que j'entends, c'est que d'un côté, il y a un matériau qui est vivant, qui va réagir en fonction de l'utilisation et des utilisateurs, oui, parfaitement. Voilà, et que de l'autre côté, on a quelque chose qui est figé. Exactement, oui. Oui, c'est ça, c'est une bonne impression, c'est exactement ça qui se passe. Les matériaux, donc, comme le matériau naturel, comme l'argile, la chaux, vont emmagasiner tout ce qu'on produit comme vapeur, en fait, comme chaleur aussi. Un être humain, c'est 100 watts, c'est toujours bon à savoir en hiver. Et donc, fatalement, ça va emmagasiner toute cette énergie. Et quand le besoin va s'en faire ressentir dans l'espace, ça va pouvoir le restituer. Donc c'est quand même un avantage non négligeable. Maintenant, il y a aussi des petits inconvénients, mais qui sont aussi contrecarrés par des autres avantages. L'inconvénient majeur de l'argile, c'est que c'est quand même un produit qui est assez sensible et assez friable, donc il va se détériorer assez vite. On ne va pas mettre ça dans une école, par exemple, ça sera remplacé toutes les semaines. Ça fait beaucoup. mais par contre, dans une maison unifamiliale, on a démontré tout à l'heure que oui, il y avait des petits coups, mais que ces petits coups étaient très vite réparables et très vite cachés aussi, parce que juste la retouche de peinture, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué plus longuement tout à l'heure, mais on a juste refait une retouche là où ça avait été réparé. Donc on n'a pas repeint tout le mur, on a juste fait la retouche de la réparation là où il y avait la petite bosse ou le petit coup. Dans un latex, là il faut repeindre tout le mur, parce que sinon on voit les raccords et c'est pas esthétique. Oui, ce que tu disais aussi, c'est que finalement il n'y avait besoin que d'une
couche de peinture et pas... Exactement. Le pouvoir de l'argile, enfin la peinture à l'argile est très couvrant, donc évidemment on utilise l'argile sur un support qui est aussi fait d'argile. Et l'argile naturelle, c'est assez beige, jaune, brun peut-être. Et si on peint avec une argile blanche, on est sur une couche. Il y a encore. Alors avec Anne-Claire, on a beaucoup aimé le mot que tu as inventé, qui est la déconnaissance et non la méconnaissance de ces matériaux qui ont été peut-être un petit peu oubliés, comme tu citais l'argile par exemple, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce terme ? Oui, alors la déconnaissance, pourquoi? Parce que, en fait, comme on vient de le dire, la méconnaissance, c'est le fait de ne pas connaître. Ici, force est de constater que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a rien inventé. Tout existait déjà, tout était déjà utilisé par nos ancêtres, et beaucoup plus malins que nous. Donc, le fait d'utiliser ces matériaux qui sont somme toute naturels de toute façon, parce que nos ancêtres ont toujours utilisé des matériaux naturels, ça permet aussi de revenir aux sources, mais aussi ça permet de garder une certaine culture et connaissance du savoir-faire. J'avoue que c'est très compliqué, ça c'est un aussi désavantage, c'est compliqué de trouver des gens qui sont capables de mettre en œuvre de tels produits. C'est pas très compliqué à mettre en œuvre, mais il y a une procédure qui est assez lourde. Il faut d'abord humidifier le support 24 heures à l'avance, il faut mélanger les produits, du sable, de l'argile, de l'eau, etc. Donc c'est un peu plus physique que simplement faire un mélange de plâtre, quoi. Et donc c'est plus contraignant. Donc c'est aussi pour ça que les matériaux peut-être naturels soient un petit peu moins avantagés que les matériaux industriels. On revient quand même un petit peu, j'entends dire souvent dans la construction, au bois, qui là aussi était un matériau utilisé préalablement. Par rapport au béton, est-ce qu'on peut l'allier? Est-ce qu'il faut faire que du bois? Est-ce qu'il faut faire que du béton? Est-ce que pour demain, c'est quelque chose d'utile? Parce qu'en même temps, on parle de déforestation d'un autre côté, donc où est la balance? Ce qui est comique, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on est en train de mettre au point des nouveaux modèles pour les constructions de bureaux avec des ossatures bois préfabriquées, en disant que c'est démontable, qu'on peut le réutiliser, que c'est... Pas oublier qu'on a fait ça depuis la nuit des temps. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ossature, oui, elle est démontable parce qu'il y a 2 écrous et 2 tiges filetées. On a toujours fait ça, nos ancêtres ont toujours fait ça, et on a toujours réutilisé les poutres jusque maintenant. Et c'est parfaitement utilisable avec le béton en faisant des planchers collaborants, donc des dalles plus fines, mais qui sont tout aussi résistantes. Parfait, merci Quentin. Merci Quentin, et vive le naturel, nous en sommes convaincus chez ACAB.